Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 23 juin 2025, il est 18h06, il fait un temps délicieux, un peu nuageux, mais agréable. Je suis avec Benoît Couléchat pour le 178e talk d'Aliera, toujours épaulé par Virgile Euro, que je salue, et Jérôme Ortelano en arrière-garde, une fois n'est pas coutume. Je porte aujourd'hui une casquette très particulière avant de donner la parole à Virgile, puisqu'il s'agit d'un des deux seuls exemplaires de la casquette d'ambassadeur. Vous avez eu l'occasion d'avoir en talk il n'y a pas très longtemps Mallory Gauthier, qui a effectivement créé le projet Ambassadeur, et le projet Ambassadeur a pris fin, hein, parce que les deux fondateurs ont décidé mutuellement de passer à autre chose. C'est des choses qui arrivent dans des projets. Donc, ce que je porte sur la tête est une relique, mesdames et messieurs, puisque il n'y a que deux casquettes d'ambassadeurs et il n'y en aura que deux. Je suis donc l'héritier de cette relique, donc je porte sur ma tête une relique. Mon cher Virgile, une fois n'est pas coutume, je vais te céder la parole afin que tu nous communiques les quatre news de l'actualité. Le micro est à toi. Avec plaisir. Alors, première actu blockchain de cette semaine, on a l'intention de réduire le temps de bloc sur Ethereum. Alors, ça s'est passé sur le forum Ethereum Magicians, donc c'est là où se trouvent toutes les propositions d'amélioration d'Ethereum. Et il y en a une qui s'appelle le IP 7782, qui consiste à faire passer le délai des validations des blocs de 12 à 6 secondes. Donc, d'après les auteurs, cette amélioration, elle profiterait à l'ensemble du réseau avec non seulement des transactions plus rapides, mais en plus, on aurait moins d'arbitrage et on aurait des récompenses de staking plus régulières. Alors après, ça arrivera pas demain la veille. Donc cette mise à jour, elle exige quand même pas mal d'ajustements, notamment dans les clients d'Ethereum. Et on doit encore faire des études pour évaluer son impact. Mais n'empêche que cette mise à jour, elle fait plaisir à voir parce qu'il y a plusieurs Français qui font partie des auteurs, dont Barnabé Modo et Guillaume Ballet, qu'on salue bien chaleureusement. Ensuite, deuxième actu liée à la blockchain, c'est la Norvège qui veut empêcher le minage. Alors pour le contexte, en 2018, la Norvège avait déjà supprimé les subventions électriques pour les mineurs de Bitcoin. Et en fait, malgré ses ressources avec les barrages hydroélectriques, eh bien le pays fait quand même face à une hausse des prix de l'électricité qui sont liés aux accords énergétiques de l'Europe. Et ça a amené le gouvernement norvégien à annoncer vendredi dernier une éventuelle interdiction de nouvelles opérations de minage. Alors le minage serait pas banni contrairement à la Chine, quoique le minage en Chine ça marche toujours. Mais en fait, ce serait une interdiction de nouvelles opérations. Donc, il n'y aurait pas plus de mineurs qu'il y en a déjà, sous le motif de libérer des capacités énergétiques et foncières pour, je cite, des usages créateurs de valeur, d'emploi et de réduction des émissions. Donc, parce que après tout, c'est pas comme si le minage de Bitcoin créait déjà de la valeur, créait des emplois et participait déjà à la réduction des émissions. C'est dire à quel point ils ont fait leur devoir. Mais enfin bref, ça c'était les actus pour la blockchain. Ensuite, pour les actus IA, alors il y a une grosse actu qui est arrivée la semaine dernière, c'est la génération de vidéos sur Midjourney. Alors, si vous êtes sur les réseaux sociaux régulièrement, eh bien, vous avez sûrement vu le phénomène arriver. Où en gros, Midjourney a sorti un modèle pour générer des vidéos. Donc, ça permet d'animer des images créées ou alors de produire des clips qui sont directement basés sur des prompts. Et en fonction des paramètres de vidéo, eh bien, en fonction de la qualité de la vidéo qu'on veut, eh bien, on peut faire varier la durée de 5 à 21 secondes. Et alors, ce qui est moins comparé à d'autres générateurs de vidéos, n'empêche que le résultat final est quand même assez cool. Et en fait, la raison pour laquelle ils ont sorti un modèle de vidéo, c'est surtout avec la avec la concurrence grandissante, avec VO3 de Google qui a marqué un gros coup sur ce genre de modèle. Et le but à plus long terme, en tout cas l'objectif de Midjourney, c'est que ce soit une étape vers des simulations en temps réel. Et en fait, là, pour les simulations de monde virtuel générées par IA, et là, ce serait carrément une autre dimension, notamment dans le domaine du jeu vidéo. Et ensuite, deuxième et dernière actu liée à l'IA, c'est un lobbying contre la régulation aux États-Unis. Donc, pour le contexte, en fait, les grandes entreprises technologiques comme Amazon, Meta, Google, etc., eh ben, en fait, ils font pas pression directement, mais on a on a des organismes extérieurs, dont un qui s'appelle un Compass, pour empêcher les États américains d'adopter toute réglementation sur l'IA pendant 10 ans. En fait, on a eu le PDG d'un Compass qui a justifié cette démarche par la nécessité d'éviter des réglementations contradictoires entre les États et de maintenir la compétitivité face
face à d'autres pays comme par exemple la Chine. Et bah, en fait, cette campagne, c'est une campagne de lobbying hein, complètement, mais ça montre que le pouvoir est de plus en plus détenu par les entreprises et de moins en moins par les États. En fait, c'est à la limite, enfin, la question de savoir qui détient le pouvoir est de plus en plus floue et c'est pour ça que ça valait le coup de partager cette actu. Donc voilà, c'était les quatre actus de cette semaine et comme à chaque fois, libre à vous de réagir dessus si ça vous tente. Merci beaucoup infiniment Virgile. On ne manquera pas de le faire. Donc je te remercie déjà pour ces news et pour l'excellente newsletter que tu maintiens depuis maintenant un bon paquet. On a combien de numéros, tu les as comptés ou pas? Alors, ça va être la 140e qui va sortir 140 après-demain. numéros. Oh là là, ouais, on Bientôt est, 3 ans, on ça, est rien toi que et ça. moi des vieux chamans, hein. Dès qu'on lance un truc, on le fait en 150 exemplaires, sinon ça ne va pas la peine de le faire. Bah, bien sûr. Voilà. En tout cas, merci infiniment, Virgile. Je les ai en diagonale, la newsletter qui va bientôt partir cet après-midi. Et bah, j'apprends toujours plus en te lisant, j'apprends en une journée ce que je apprendrai en une semaine en perdant mon temps sur Twitter. Bah, Donc merci merci beaucoup. infiniment pour ce que tu fais, pour nous, pour la communauté et pour peut-être tous et ceux qui ont le luxe de te lire. Euh, Mon cher Benoît, ça fait un petit moment qu'on se connaît, ça fait un petit moment qu'on a l'occasion de collaborer un tout petit peu ensemble. Il n'empêche quand même que il y a beaucoup de nouvelles personnes qui ont rejoint l'écosystème d'Alira et que par conséquent, ils ne te connaissent pas. Et donc, je vais faire une question que j'ai déjà posée plus de 170 fois. Il n'y a pas de raison que tu passes à côté. Peux-tu me dire, Benoît, qui es-tu et comment tu es arrivé dans l'écosystème? Eh bien, écoute, je suis un entrepreneur depuis plusieurs années maintenant. En rapide, j'ai fait une école de commerce. Suite à ça, j'ai travaillé dans l'IT pendant quelques années. J'ai fait du développement, de la gestion de projet, de la vente de projet. Et au bout d'un moment, j'avais le sentiment d'être arrivé au bout de la logique SS2I, etc. Et j'ai fait une transition vers la finance. J'ai eu la chance de devenir responsable des fusions-acquisitions d'un grand groupe d'assurance. Euh, Suite à ça, j'ai été mordu par le virus de l'existentialisme et du fait que le travail doit avoir un sens et donc l'entrepreneuriat. Le premier truc qui m'a vraiment touché, ça a été l'économie collaborative. J'ai rejoint une aventure à l'époque qui s'appelle D-Ways, qui était une plateforme de location de voitures entre particuliers. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Le fait de créer un commun et de permettre à tout un chacun de partager, enfin de faire de l'argent sur son propre patrimoine, sur ses propres actifs. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'était à la fois écologique, c'est à la fois économique parce que ça redonne du pouvoir à tout le monde. Et puis c'est philosophique puisque en fait on est sur un partage de la valeur qui était beaucoup plus important que dans le capitalisme traditionnel tel qu'on le connaît. Et c'est à travers ce prisme-là, en fait, que j'ai découvert Ethereum et les smart contracts. Et c'est vraiment les smart contracts qui m'ont fait, qui m'ont déclenché une vision, comme on peut dire, une vision de partage de la valeur qui va encore plus loin que partager ses actifs. Et là, l'idée, en fait, et qu'on voulait mettre en place à l'époque sur D-Ways, donc cette plateforme de location de voitures entre particuliers, c'était de partager la valeur de la plateforme elle-même euh, à la communauté pour pousser les propriétaires de voitures à déposer leurs voitures chez nous plutôt que chez nos concurrents. Parce que chez nous, l'idée, c'est qu'ils avaient, en plus de la commission que tout le monde distribuait, ils avaient également la possibilité de devenir propriétaire de la plateforme elle-même. Et on avait essayé de le faire via des systèmes d'equity, mais trop compliqué. Au niveau de la régulation, transférer de l'equity, c'est pas facile.
Et en plus, deuxième chose, par rapport à l'écosystème dans lequel on était dans un écosystème de personnes qui louaient leur voiture pour faire des fins de mois, enfin pour améliorer leur fin de mois. C'était pas forcément des personnes qui comprenaient, enfin qui étaient au top de la compréhension de la valeur qu'on apportait en partageant de l'equity et en partageant la valeur de la plateforme elle-même. Donc, bon, finalement, ce projet, il a pas abouti sur D-Ways. Et puis, on a décidé d'arrêter D-Ways entre associés. Et c'est là où moi je suis parti sur le recrutement, avec l'idée que en fait les talents du Web3, c'est le persona idéal pour comprendre ce qu'on peut apporter à travers un système de partage de la valeur. Et notamment, puisque j'ai parlé de ma découverte d'Ethereum à ce moment-là, en fait, notamment, on pouvait partager la valeur et on partage la valeur en fait via des outils plus modernes que le simple equity. Et en fait, on a trouvé un système qui permet de partager la valeur avec des tokens. Un instrument qui est beaucoup plus facile à manipuler à la fois du point de vue réglementaire, mais également du point de vue pratique, puisque c'est programmable. Et donc, grâce à ça, bah, en fait, c'est comme ça en fait, que j'ai lancé Goodive, qui est arrivé d'abord avec la Web3 Talent Fair, qui a été notre première expérience qui nous a permis en fait, d'être au contact de la communauté, de bâtir des réseaux à la fois de talents et de clients. Et qui nous a permis d'avoir de la légitimité aussi dans l'écosystème. La Web3 Talent Fair, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon de l'emploi qu'on organise depuis 2022 qui est donc dédié au métier du Web3 et au futur du travail. D'accord. À la suite de la Web3 Talent Fair, depuis cette année, depuis le début de l'année, on lance Goodive. Donc Goodive, qui est une plateforme de recrutement collaboratif pour les talents tech du Web3. En gros, c'est un petit peu comme Malte ou Upwork ou Fiverr, pour ceux qui connaissent. Hmm. C'est une plateforme de talent, D'accord. sauf que c'est dédié aux talents du Web3. Donc pour l'instant, on est uniquement focus sur les talents tech du Web3. Et en plus, c'est collaboratif. C'est-à-dire que D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ouais, ce que ça veut dire ça, parce que en fait, les plateformes de recrutement, tout le monde connaît à peu près, mais par contre, qu'est-ce que ça veut dire une plateforme de recrutement collaboratif? En gros, qu'est-ce qui fait qu'elle peut avoir cette qualité-là? ouais, et c'est en fait là l'innovation principale que l'on porte, c'est que ce soit collaboratif et que ce soit vraiment collaboratif. C'est-à-dire que toute la valeur qui est créée, elle est entièrement redistribuée à tous ceux qui prennent part à la collaboration pour présenter le meilleur talent possible aux clients. Et en fait, en gros, on tokenise la commission et on la redistribue sous la forme du token Good Honey, qui est le token de la plateforme, à tous ceux qui ont contribué, au premier rang desquels le talent lui-même, qui fait la mission, et il va être récompensé en fonction de la satisfaction du client à la fin de la mission. Donc, ce qui est à la fois un outil pour gagner la préférence du talent, puisque le talent va gagner plus sur la plateforme que sur toute autre plateforme, mais également celle du client, puisque pour le client, en fait, c'est la possibilité de garder une incentive sous son contrôle, puisqu'il a le pouvoir de distribuer ou pas la commission, les tokens de la commission au talent jusqu'à la fin de la mission. Donc pour lui, c'est un outil d'incitation à l'excellence. Donc on a parlé du talent, et puis ensuite, tu as tous ceux qui ont contribué à faire en sorte que cette mission soit une réussite, et qui sont optionnels pour le client, qui sont des options pour le client. Donc le client peut faire aussi appel à un recruteur, et donc l'idée du recruteur, c'est que c'est un talent qui est dans la communauté, qui a gagné suffisamment de réputation, suffisamment de connaissances et
et de confiance de la part de la communauté pour être représentant de la communauté en tant que recruteur vis-à-vis du client. Le recruteur, lui, ce qu'il va faire, c'est en fait, il va faire une shortlist pour le client. Donc, il va être l'interface entre la communauté et le client pour faciliter la vie du client. Donc, il va lui proposer une shortlist de talents qui sont composés de membres de la communauté ou même au-delà. Bon, aujourd'hui, c'est même plutôt au-delà, puisqu'aujourd'hui, on est sur une petite communauté encore. Et en fait, l'idée, c'est que bah, quand on a un recrutement, on va taper également enfin, sur les réseaux élargis qu'on peut avoir avec des outils qui sont de plus en plus performants. On pourra peut-être en parler dans une deuxième partie Bien sûr, bien sûr. autour des outils d'intelligence artificielle notamment. Bah justement, Euh, tu as ouvert la porte, donc profitons-en pour nous engouffrer. Déjà, effectivement, bah, il y a une ADN du départ pour des profils tech Web3. Est-ce que à terme, par exemple, Goodive pourrait se dire, bah, c'est aussi pour des profils tech IA? Et en l'occurrence, en fait, déjà, première question. Deuxième question, c'est bah, globalement, quels sont des outillages que tu commences à utiliser? Et surtout, puisque tu as quand même créé plusieurs structures, tu as créé des boîtes qui ont une vie et certaines d'entre elles ont même eu une mort. Est-ce que tu peux me dire, en fait, quelle est ta vision de l'IA aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Bah écoute, l'IA, enfin, je pense que on se rend tous compte au fur et à mesure que mais c'est d'une puissance incroyable. Et en particulier quand tu es entrepreneur, je pense que c'est la meilleure façon de comprendre à quel point l'IA est disruptante. Mm. C'est vraiment un game changer absolu, quoi. C'est un D'accord. changement de société, au niveau de l'histoire humaine, c'est un point de singularité en fait. On Mm. change d'air, on change de phase. Dans l'entrepreneuriat, bah, on se rend compte que euh, on peut faire de plus en plus de choses, automatiser de plus en plus de choses, Mm. sans avoir besoin de, de personnes en plus, en fait. Mm. Donc, je pense que il y a des sérieux sujets sur l'emploi dans l'avenir, parce que là, aujourd'hui, la narrative principale qu'on voit à Y Combinator, c'est la zéro employee startup. Mm. Et clairement, chez Goodive, on voit bien ça arriver. Enfin, d'autant plus que nous, on est collaboratif et que en plus, même si on n'a pas d'employés ou peu, on pourra aussi compter sur la communauté pour faire des tâches qui nécessitent des humains, quoi. Mais et donc de ce point de vue-là, je pense qu'on est sur un changement très important qui nous impacte beaucoup, qui apporte Mm. beaucoup de choses super intéressantes à faire par rapport au recrutement et par rapport à la Mm. gestion de communauté, par rapport à la prospection, l'automatisation de la prospection. On a vraiment franchi un pas là. Mm. C'est quelque chose de très différent sur lequel qu'on est capable de faire maintenant et vraiment quasiment gratuitement, quoi. Mais, On peut contacter des centaines de personnes par jour. Enfin, c'est assez dingue, quoi. C'est, et encore, euh, et encore, nous, on a peu de moyens. C'est-à-dire que si on avait mm. vraiment des moyens, on pourrait contacter des milliers de personnes par jour, quoi. C'est c'est fou, quoi. Et donc, de ce point de vue-là, bah, ouais, c'est super game changer également pour nous. Pour D'accord. en revenir Ouais, vas-y. Ouais, du coup, oui, du coup, on va revenir à la première question. Globalement, dans l'idée, est-ce que à ce niveau-là, il va y avoir une mutation de votre communauté? Vous allez dire, bah voilà, on va ouvrir la communauté aussi à des talents qui savent utiliser cette technologie-là. Et est-ce que pour toi, elle serait compatible avec l'ADN que tu as mis sur Google Hive? C'est parfaitement compatible. D'accord. C'est même l'objectif. C'est de commencer avec la communauté Web3, Mm. faire en sorte que la communauté soit suffisamment solide en interne. Et il faut savoir que pour ça, en fait, on fait du vetting de talents. C'est-à-dire que tous les Oui. talents qui ont un public, un profil public sur la plateforme, c'est des talents qui ont été validés par des personnes clés de la communauté.
D'accord. Donc, soit l'équipe de founders, soit des personnes qui sont validateurs, recruteurs. Ok. Et il faut savoir que quand ils valident quelqu'un, ils mettent une partie de leur réputation en jeu. Mhm. Et donc, c'est pas innocent, quoi. De valider quelqu'un, ça vient avec une petite récompense, mais aussi des responsabilités et un risque. D'accord. Euh, Est-ce qu'il y a eu pour le coup comme ça est-ce qu'il y a eu des histoires un peu tristes? C'est-à-dire qu'effectivement, tu as eu des recruteurs qui ont mis effectivement la bille du token. Enfin, je sais pas du coup de quelle manière en fait cette réputation est mesurée, quelle métrique est utilisée, et que globalement, bah, il arrive non, assez pas pour souvent que l'instant. On sur n'a le pas papier, les encore eu recrutements se de passent bien, mais retour après sur d'expérience le comme terrain, c'est ça. moins. Hmm. Parce qu'on est encore relativement immature. En fait, D'accord. on démarre depuis le début de l'année et puis on y va assez doucement. Hmm. On a eu quelques clients. Là, on est en train d'onboarder des clients américains, donc c'est cool. On a Cool. potentiellement beaucoup d'offres qui vont arriver. Mais on n'est pas encore full speed parce qu'on n'est pas fondé encore. Hmm. Euh, mais euh, mais en fait, je me demande même si ça vaut le coup d'être fondé. Enfin, je pense qu'on va le faire quand même. Hmm. En réalité, tout ce qu'on fait là, on arrive à le faire sans moyens ou avec très peu de moyens et on arrive à faire des choses qui fonctionnent et on voit bien comment ça peut accélérer en fait. D'accord. Et donc, on se précipite pas non plus vers les fonds. C'est un petit peu plus lent que si on en avait, Hmm. c'est, je pense, plus solide derrière et ça garantira encore plus la partie réellement collaborative et communautaire, puisque nous, notre but, c'est vraiment de décentraliser cette plateforme et Hmm. de la donner à la communauté, que la communauté la prenne en charge et vraiment en fasse quelque chose qui nous dépasse. Oui, parce que en général, c'est la volonté d'un protocole, on va l'appeler comme ça, dans l'écosystème Web3, c'est de créer un modèle et des règles qui vont bien, et puis à la fin, jeter les clés d'admin, si j'ose dire. C'est le cas dans pas mal de protocoles DeFi, qui sont d'ailleurs très souvent ceux qui sont les plus sollicités, parce qu'on se dit, bah, au moins, c'est à la communauté et on est à l'abri d'un changement désagréable. C'est une appropriation collective des moyens, tout simplement. Et là-dessus, on est plutôt d'accord et raccord. Là, aujourd'hui, tu as créé les structures, tu as lancé les structures, tu as été fondateur de plusieurs éléments. Globalement, le paradigme a complètement changé, tu l'as bien souligné, hein, en disant que bah, voilà, maintenant on a effectivement des outillages qui fait qu'on a moins besoin, on en a toujours besoin, mais beaucoup moins besoin de faire des levées de fonds, puisque une petite équipe, voire même un individu tout seul, un peu chevronné, peut réaliser énormément de choses en s'outillant correctement. Aujourd'hui, tu as une bonne idée, quelqu'un te transmet une bonne idée et tu veux créer une structure. Dessinons ensemble en quelques minutes, voilà les différentes étapes et les simplifications que tu aurais dans ces étapes-là. Tu pourrais dire, bah voilà, il y a 10 ans, quand j'aurais créé une structure, il y avait ça, 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 j'aurais eu besoin de telle personne. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin parce que je peux le faire comme ça. C'est-à-dire que faisons un peu le avant et le après par rapport à tout ce que tu as vu aujourd'hui. Si tu veux recréer une structure, Voilà. Ah clairement, bah, qu'est-ce que ouais. tu ferais différemment? Bah là, c'est un truc enfin, avec l'IA, tu fais déjà de la génération d'idées. Donc tu peux, Mhm, voilà, s'il y a un secteur qui t'intéresse, tu vas poser la question à ChatGPT tout simplement par rapport à ce secteur, c'est quoi les opportunités qui auraient pour développer une entreprise? Il va te sortir plein d'idées, toi tu vas en sélectionner une, tu vas la mhm, creuser, tu vas poser des questions, etc. Enfin, c'est tellement puissant, ChatGPT. Enfin, moi, j'utilise que ChatGPT, ou quasiment que. pour J'ai l'instant. essayé Ok. quelques autres trucs, bon, ChatGPT, ça me va. Même si je vois que Gemini est en train de rattraper pas mal son retard, voire même dépasser de certains points de vue ChatGPT. Mais bon, enfin bref, revenons à cette phase d'idéation. Grâce à l'IA, tu peux aller très très loin, tu peux faire des études mais qui t'aurait pris des mois en quelques minutes, quoi, en quelques secondes Mhm. même, via l'IA. Quelles sont les Euh, études clés? Là, aujourd'hui, si parfois tu prospectes en réfléchissant, en te disant, bah, tiens, on pourrait créer un truc comme ça, quelles sont pour toi les études clés que tu simplifies, que tu as pour première idée de simplifier en utilisant tes outils? ah bah, en fait,
Là, je vous livre mes trucs, mais bon, j'imagine beaucoup d'entre vous qui ont leurs propres trucs et à qui Mm. ça va parler. Enfin, mais moi, quand j'ai un partenaire en tête, plutôt que de le googliser, maintenant je l'IAise, je Ah, chat d'accord. GPTise. Et T'envoies un détective privé c'est ça. artificiel en disant fais-moi une enquête sur machin. D'accord. Et ça marche bien, Ben, et ça? surtout, ça marche super bien parce que en fait, le chat GPT, il connaît bien le contexte de Goodive puisque je l'interroge dans Mm. tous les sens par rapport à ce que je fais. D'accord. Et donc, il va naturellement trouver les paramètres de partenariat possibles. Et il te Mm. propose tout de suite des pistes de partenariat qui font sens, que tu peux creuser. Et au bout de quelques clics, il peut te proposer une présentation écrite du partenariat que tu veux proposer à cette entreprise. Mm. Et c'est juste génial, quoi. Enfin, Mm. c'est comme si tu avais un consultant BCG dans la poche, quoi. Ouais. Consultant BCG, s'il te plaît. Des Voire mecs même plusieurs dans un placard en voilà, plus. j'ai bossé avec quelques consultants BCG, je peux te dire que c'est des mecs super bons. Et Mm. ben là, tu n'en as même plus besoin de ces gens-là, quoi. Mm. T'as vraiment le nec plus ultra dans la poche, quoi. Donc, ça, d'une part, donc si tu veux faire des études stratégiques sur des clients, Mm. des partenaires, des choses, comment les approcher. La deuxième chose, c'est que Euh, bon, une fois que tu as ton idée, tu as fait tes études sur tes clients, etc., bah, en fait, tu as aussi euh, la structure juridique à créer, les contrats, etc. Et là, bon, il faut y aller avec prudence, bien sûr, hein, parce que ChatGPT, il hallucine de temps en temps, et donc il faut toujours rester prudent par rapport à ce qu'il dit. Mais bon, moi, je l'ai pas mal interrogé sur la structure juridique que doit avoir Goodive, puisque aujourd'hui, on a incorporé en France via une SAS. D'accord. Mais le protocole lui-même, il est pas incorporé. En fait, c'est une DAO. C'est une tokenomics qui est sur le réseau, sur le cloud, et on peut l'incorporer où on veut. Donc j'ai fait des recherches sur ChatGPT en lui demandant de me trouver des territoires et des régulations qui correspondent bien à ce que fait Goodive. Il m'en a sorti quelques-unes. J'ai pas mal creusé les pistes qu'il m'a données. Et puis bah, là, maintenant, je me dis, bah, le mieux, ça sera de le faire au Wyoming, quoi. Euh, D'accord. Parce que c'est DAO friendly, parce qu'il y a une régulation, enfin, pour beaucoup de choses. Je lui ai posé la question également sur la tokenomics pour faire en sorte qu'elle soit considérée comme une euh, un token utility et non pas un token security, donc pour éviter les risques du token security. Mm. Il m'a sorti plein de réponses vachement intéressantes. En fait, tu peux aller vachement loin avec ChatGPT. Ouais. Et là, je t'ai parlé de la création au niveau de la régulation. Ensuite, je t'ai parlé également de la tokenomics. Mm. Enfin, c'est des trucs de dingue. Vraiment, je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi loin. Ok. Il connaît toutes les meilleures pratiques liées à la tokenomics actuellement. Mm. Je Et sais donc, qu'on du a, on coup, a eu ça te l'occasion fait un super de, consultant pour faire ton token. ouais, on a eu l'occasion Euh, de travailler avec Nomix, qui est un laboratoire d'analyse tokenomics. Et en ouais. fait, aujourd'hui, la majorité des experts tokenomics s'outillent très lourdement en IA. C'est-à-dire que globalement, ils leur font faire des études, ils leur font passer des modèles qui sont avec des agents bien fichus. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de travail qui est quand même abattu par un outillage bien pensé. Est-ce que tu as en gros, globalement, dans les méthodes que tu as pour prompter, hein, parce que c'est le terme qu'on utilise pour effectivement donner des instructions, est-ce que tu fais ça relativement simplement ou tu es déjà allé chercher, on va dire, des techniques un tout petit peu plus avancées? Est-ce que tu as comme ça... Alors, faut bien avoir conscience que parmi nos spectateurs, on a environ une trentaine, une quarantaine qui sont dans les formations de consulting et de Davia. C'est-à-dire que pour le coup, ils utilisent ces outils-là dans leur formation vraiment de manière assidue et tout ce que tu leur dis leur parle, hein, forcément. On a d'autres personnes qui sont plutôt sur les technologies Web3, en finance centralisée et en consulting Web3 généraliste et en développement, qui utilisent un peu l'IA quand même, parce qu'à un moment donné, si on aime la techno, on l'aime dans sa pluralité. Et en l'occurrence, voilà des petites astuces comme ça que toi rapidement tu as vues
voilà, penser à Euh, trois petits points. Moi, avant, j'utilisais beaucoup le mode texte et là, ça fait quelques mois que j'utilise que le mode micro. Que le mot de micro, d'accord. En fait, le fait d'interroger l'IA à la parole, bah, tu le fais plus souvent parce que c'est plus simple. D'accord. Euh, et en plus, tu l'interroges d'une manière un peu différente. Et à force de pratiquer, tu finis par avoir enfin, je sais pas, il y a un truc qui se passe, tu finis par avoir des idées de comment l'interroger différemment, Mm, et, euh, et en fait, c'est une histoire de pratique et de sensibilité par rapport à ce que tu comprends de l'IA, quoi. mm. Et ce que tu comprends, enfin, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, c'est une entité qui est experte sur tout, quoi. Et que tu peux Et interroger sur tout et qui devient de plus en plus également intelligente dans le sens où elle peut raisonner te faire des raisonnements à plusieurs étapes pour t'aider dans ton cheminement. puis elle comprend aussi globalement quel est le but dans tes requêtes, puisque forcément, elle crée un profil à partir de ce que tu lui demandes. Moi, j'ai une réflexion très McLuhanienne à ce niveau-là, parce qu'en fait, effectivement, plus tu vas verbaliser rapidement, bah, plus en fait, tu auras des demandes inconscientes que tu vas faire, enfin, des demandes rapides, alors que quand tu les écris, tu te forces à les formaliser et ça travestit un peu l'idée initiale de ta requête. Donc, le fait en fait de l'énoncer comme ça l'envoie de manière plus brute. Et pour le coup, la réponse est plus sincère aussi, peut-être du côté de l'IA. Moi, je m'inquiète aussi un tout petit peu, tu vois, à un moment donné, si t'as pas, enfin, si à un moment donné, tu as un bug dans ton interface, après des années et des années, quand tu as besoin d'étendre ta capacité d'analyse, le truc fonctionne mal ou fonctionne pas, je pense que ça va nous faire un choc. Tu vois, c'est comme ça n'avait plus Internet, il y a un truc comme ça qui. On va s'habituer effectivement à déléguer une partie de notre analyse à ces bestiaux-là. Et pour le coup, je me pose une question, Benoît. Je sais que tu es très optimiste comme garçon. Tu as quand même t'es quelqu'un pour qui la spiritualité n'est pas un vain mot. Euh, N'as-tu pas un peu d'inquiétude? C'est-à-dire que globalement, quand on parle après avec différentes personnes, ils disent oui, mais bon, pour le coup, vous comprenez, Oui, vous mais créez c'est votre comme l'énergie entreprise, vous avez nucléaire. zéro employé. Non, mais je suis d'accord. Mais voilà. On peut en faire des choses absolument géniales comme des choses horribles. Et bon, dans le cadre de l'intelligence artificielle, clairement, comme le danger est moindre, on va certainement aussi faire des choses horribles. Ouais. Enfin, je reste optimiste dans le sens où euh, c'est un outil qui va vraiment pouvoir accélérer nos parcours personnels, qui va vraiment pouvoir. C'est comme si on avait une équipe Mm. qui bosse pour nous, une équipe je sais pas moi, de 1000 personnes, 2000 personnes. Enfin, on devient tous PDG de notre Oui, c'est propre ça. parcours. Ce que, ce Et que, ouais. Ce que enfin, j'avais dit, c'est que l'IA, en fait, nous fait tous monter de un niveau hiérarchique, si ce n'est pas deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le fait que tu sais, quand tu es en entreprise et à toi, tu as des machins, et puis tu as des gens à qui tu donnes des consignes et des choses à faire, puis tu as des gens qui te donnent des consignes à faire, et ainsi de suite, et tu es, au milieu en général. Alors, soit tu es tout en bas, tout en haut, mais la majorité des gens sont au milieu d'un mécanisme. Et ouais, en fait, avec l'IA, c'est comme si tout le monde montait d'un cran. Ça veut dire que l'image assez classique, puisqu'on a la chance chez Alira d'avoir plusieurs alternants qui travaillent avec nous. Généralement, l'alternant, il est en bas de l'échelle, hein, puisqu'il est en pleine formation. Il y a quelqu'un qui lui donne des consignes. Et ben lui, maintenant, il a des outils. C'est comme si l'alternant, il avait des petits stagiaires à lui et qui peut lui demander de faire des choses. Et ces stagiaires-là sont loin d'être que des stagiaires, parce que globalement, comme tu as dit, ils sont très performants. Donc en fait, on devient un peu manager. C'est-à-dire qu'on s'entraîne à expliquer clairement ce qu'on a besoin, ce qui normalement est souvent un skill de manager. C'est-à-dire le fait de définir un cahier des charges avec des consignes très précises, être un donneur d'ordre, c'est-à-dire qu'on devient tous donneurs d'ordre. Et moi, je suis très enthousiaste aussi. Je suis très enthousiaste parce que j'ai connu bah, tout en fait tout le FUD qu'il y avait autour d'Internet, des ordinateurs et compagnie. J'expliquais que bah oui, effectivement, un bonhomme ou une nana assez dégourdie avec un ordinateur remplace à lui tout seul ou à elle toute seule un département marketing des années 50 entier. Parce qu'il peut envoyer des campagnes de mail, il peut faire des designs beaucoup plus rapidement et des choses comme ça. Et pourtant, ça n'a pas flingué tous les boulots du bureau du monde. Simplement qu'en fait, on en a fait beaucoup plus. Et en fait, le monde immatériel permet on va arriver à un stade où on va tous pouvoir en faire beaucoup plus. Voilà. Après,
Il y aura aussi une fracture qu'il va y avoir entre celles et ceux qui savent s'outiller et pas s'outiller, comme il y a eu une fracture avec les gens qui n'ont pas, qui ne sont pas habitués à l'ordinateur, quoi. Aujourd'hui, tu sais pas utiliser un ordinateur, c'est un peu compliqué et tu n'es pas pour autant une mauvaise personne. Euh, En tout cas, moi, je pense que les dangers de l'IA, il y en a plein. oui, bien sûr. Mais le principal aujourd'hui, c'est tout à l'heure, on parlait de pouvoir, on parlait de régulation de l'IA Mm, pour les 10 prochaines années. Euh, et moi, ce qui me fait peur, c'est que une société prenne le contrôle, enfin, qui a déjà le contrôle d'une IA importante. Enfin, quand je vois tout ce que je confie à ChatGPT, je lui confie de plus en plus de choses, même sur ma vie personnelle. mm, Je lui demande des conseils dans tous les sens. Enfin, euh, mais je me dis, mais jamais une entité humaine n'a eu un tel pouvoir sur les gens. mm, C'est-à-dire que ceux qui sont derrière ChatGPT, ceux qui contrôlent ce truc-là, ils ont accès à beaucoup de choses. mm, Et ils peuvent utiliser ces choses à la fois pour mieux me connaître, moi personnellement, m'influencer, et mm. ça à une échelle générale. Ouais, c'est-à-dire que là, le GAFAM, c'est pas juste j'ai accès à tes mails et ton calendrier, j'ai vraiment accès même à ce que tu entreprends, à ce que tu fais, à ce que tu penses, C'est ça. à tes projets. Enfin, ça C'est ça. devient, c'est Alors vrai que aujourd'hui pour le en coup, ça Chine, devient très intime. c'est Ouais. carrément le gouvernement qui est derrière, Mm, carrément quoi. C'est Big Brother quoi. mm. Chez nous, c'est des entités qui sont privées. Euh, je sais pas si c'est mieux. Au Je sais pas fond, si c'est bon, pire. C'est bon. il y a de la régulation, bon, on est quand même un peu protégé, mais au final, je sais pas si c'est mieux. Tu vois, si Mm, jamais les États font faillite ou si jamais il y a des choses dans l'avenir où finalement c'est les corporates qui dirigent le monde, bah, voilà, c'est quelque chose de très grave en fait, et de très réel qui est maintenant. Et moi, pour moi, alors je reviens à Godive, c'est aussi un des autres buts de Godive. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à attirer et à gagner la préférence des développeurs du Web3. Et comment on veut faire mm, ça? Bah, c'est d'une part parce qu'on leur redonne du pouvoir, à la fois en leur donnant la propriété de la plateforme à travers ces tokens, sa gouvernance, mais aussi on veut mettre en place un higher purpose, c'est-à-dire que quelque chose qui aille au-delà de la simple plateforme et qui donne un sens à ce qu'on fait, pourquoi on est en communauté. Et l'idée qu'on a, c'est justement de créer une intelligence artificielle qui soit contrôlée par la communauté elle-même. Et donc ok. pour ça, l'idée, c'est que bah, toutes les commissions qui sont perçues à travers notre activité, il faut savoir que l'activité de, de, de recrutement, c'est un marché aujourd'hui qui fait 1 milliard de dollars dans Mm, le secteur du Web3 pour les talents tech du Web3. Donc 1 milliard de dollars sur un secteur qui fait 230 000 employés à peu près dans le monde. mm, Euh, c'est un secteur qui va beaucoup grossir parce qu'on est sur des tendances lourdes où les infrastructures en fait financières vont devenir blockchainisées. Enfin, il va y avoir de plus en plus de choses qui se blockchainisent. D'autant plus avec l'arrivée de l'IA. L'IA, comme ce que je viens de vous parler, je pense que c'est un problème qui concerne tout le monde. Tout le monde se rend compte qu'il y ait des pouvoirs qui se constitue, qui a un tel pouvoir sur nous, c'est quand même mm, super dangereux. Et en fait, la seule solution aujourd'hui pour contrebalancer ce problème, c'est de blockchainiser l'IA, de manière à ce que les données qui soient utilisées pour entraîner les modèles des moteurs IA, bah, ce soit des données qui soient auditables, contrôlables, qu'on puisse voir s'il y a un biais ou pas, mm. et également de pouvoir contrôler la vie privée des utilisateurs de ces outils. D'accord. Donc Alors, j'en reviens. c'est beaucoup de choses à dire. Vas-y, Virgile. Beaucoup de choses à dire, parce que
En fait, enfin, en fait, si tu veux, autant je suis d'accord que tu peux mutualiser les infrastructures pour pouvoir entraîner des modèles avec la blockchain. T'as déjà des initiatives qui vont dans ce sens-là et c'est très cool, franchement. Ça change beaucoup ça change beaucoup des entreprises d'IA qui lèvent des milliards pour aller choper je sais pas combien de data centers. Là, on est, enfin, avec l'entraînement des IA via blockchain, bah, le business model, il est beaucoup plus sain. Après, gros avertissement quand même, sur les blockchains, à l'heure actuelle, absolument toutes les données sont publiques. Et c'est hors de question de faire fonctionner des modèles d'IA qui apprennent des données qu'on leur donne et qui sont accessibles publiquement par absolument n'importe qui. Enfin, Éventuellement, tu mets les empreintes des données utilisées, ce qui fait que l'entreprise de dire bah, sur quelles données sont entraînées. Tu prends la donnée, tu vérifies que tu t'entraînes au cas de juge. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, il peut y avoir ça peut être de la dépôt de preuves et pas de la dépôt de data. Enfin, tu vois ce que je veux hmm, dire, ça peut être, il y a peut-être des termes intermédiaires pour éviter que ça aille Ouais, très loin. effectivement, bah, tu peux après, utiliser des IK. bah, Des- en soi, il y a la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup plus d'initiatives qu'avant pour Mm, pouvoir faire développer la confidentialité. Maintenant, voilà, faut bien se dire que le temps que tout le monde expérimente et qu'on se mette d'accord sur la solution à adopter, il va se passer plus de 5 ans facilement. Donc, là, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant. Tu vois. mm. Je vais Ah, en poser tout cas, Vas-y. clairement, enfin, pour en revenir Mm, au higher purpose de Good Hive, mm, donc on a un marché de 1 milliard aujourd'hui qui va devenir des dizaines de milliards dans l'avenir, sachant que c'est juste le marché des tech Web3, mais qu'en fait, il y a d'autres marchés qu'on voudrait prendre. Euh, tout ça pour dire que on va avoir des moyens sur Goodive. C'est-à-dire que plus on va devenir cohérent, plus on va devenir fort ensemble, et plus on aura des moyens. Et l'idée, en fait, c'est bah, que ces moyens, une fois qu'on aura couvert tous les besoins du protocole, c'est qu'on puisse les réinvestir de manière bah, ensemble, de manière mm, collaborative. Et donc l'idée, c'est que bah, on utilise ces moyens pour développer une IA, sachant que en fait réaliser une IA, c'est pas un projet hors de portée. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables, surtout si on a une communauté de doueurs, de gens mm. qui savent de quoi ils parlent et qui peuvent être incentivés, voire fortement incentivés pour réaliser le higher purpose de la communauté. Avec, Et, euh, avec d'un côté donc le trésor de la communauté, constitué des commissions payées mm, par les clients au fur et à mesure des années, et d'autre part un pool de talents qui est bah, où on cherche à avoir l'un des meilleurs pools mondiaux de talents. Et mm. l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un effort qui est fait sur le vetting des talents au départ, de manière à ce que ça soit vraiment une communauté d'excellence. Et D'accord. voilà, les deux ensemble, je pense qu'on peut faire des choses extraordinaires et c'est l'objectif de Good Life. Bien sûr. Et dans l'idée, comment peut-on te joindre? C'est-à-dire que globalement, s'il y a des apprenantes ou des apprenants ou des anciennes et des anciens alumni, qui veulent, chez Alira, qui veulent te rejoindre, par où passe-t-il? Est-ce qu'il y a un Discord? Est-ce qu'ils te contactent Ouais, directement sur alors LinkedIn? oui, Qu'est-ce que vous avez comme moyen pour rassembler la communauté? il y a un Discord, il y a un Linktree, il y a un site web. Je pense que le Hmm, plus simple, c'est d'accéder à l'ensemble depuis le site web. C'est goodhive.io. Euh, d'accord. Je vais le noter et dans les sources. ouais, ouais, je peux le mettre, Vas-y, vas-y, vas-y. je vais l'écrire là, dans le chat. Hop. Voilà, donc ça c'est le site web. Et puis ensuite, si vous voulez me joindre directement, je suis joignable sur Telegram avec Benoît K14 Telegram et, euh, et Twitter. Je rajoute tout ça sur le Discord, comme ça, celles et ceux qui nous écoutent en replay pourront y accéder facilement.
Est-ce que tu as une autre question, Virgile, pendant que je nous renseigne tout ça? Parce on arrive doucement, mais on a encore du temps, mais on arrive doucement vers la fin du talk. Hmm. Eh bien, hmm, bah là, justement, j'ai pas vraiment de questions, si ce n'est que dans le chat, dans le chat, ouais, on continuait le sujet de la privacy et on est un peu en train de causer de toutes les solutions qui sont en train de se développer. Donc, bah, éventuellement, une question d'Antoine qui demande, tu n'as pas peur que certains modèles d'IA remplacent les compétences de tes candidats? Euh, Bah clairement, il y a un gros shift actuellement. On voit que l'IA permet d'accélérer énormément le travail des développeurs. Donc clairement, voilà, il y a beaucoup il y a beaucoup de remises en question à faire en ce moment si on veut rester compétitif et dans le coup sur les 10 prochaines années, quoi. Je veux dire, à un niveau développeur actuellement, il faut vraiment se poser la question de comment rester compétitif. Donc clairement, il faut adopter l'IA au maximum pour être le plus rapide possible. Euh, mais je pense qu'on aura toujours besoin d'eux. En tout cas, enfin, on va avoir de plus en plus de besoins. Et, là, tu vois, dernièrement, j'ai refait un contrat avec l'IA. Bon, bah super, l'IA, elle m'a sorti un premier contrat qui tournait. Mais en fait, il faut la connaissance du business. En fait, il faut vraiment euh, aller le pousser dans ses limites. Enfin, c'est du brainstorming, en fait, de constituer un contrat Hmm. avec l'IA. Et à la fin, tu arrives à quelque chose de génial parce que c'est comme si tu avais un avocat à tes côtés, mais que tu peux garder pendant des heures, que tu peux interroger la nuit à 3 heures du mat et une question qui te vient, là, tu lui poses la question et il Quand tu parles l'enregistre. de contrat, c'est un smart contrat ou un contrat contrat prestataire? Un Contrat, contrat quoi. prestataire. Donc, je te Ok. parle de ça, contrat. En fait, bah, moi, je suis pas avocat. J'ai réussi à le faire grâce à ça. Hmm. Mais j'ai une bonne connaissance du business et ça fait longtemps que je pratique des contrats. Je pense que quand D'accord. tu dois architecturer un code informatique, Hmm. si t'es pas toi-même si t'as pas cette expertise, je pense que tu vas pas Hmm. y arriver. Tu vas avoir un truc qui grossièrement va marcher, mais va pas être dans le détail, va pas être bon, quoi. Et donc, je pense que les développeurs aujourd'hui, en se spécialisant sur l'accélération de leur code Hmm. avec de l'IA, ils vont devenir super bons et tout le monde va Ouais. avoir besoin d'eux, quoi. Ouais, mais je pense qu'en fait, ce qu'on dit sur le chat, je pense qu'il va y avoir une phase de transition, une phase de sas de décompression en fait dans les mondes des métiers. C'est qu'en fait, moi, en ce qui concerne par exemple les devs, je pense que les devs vont devenir de plus en plus des correcteurs que des codeurs. C'est-à-dire que globalement, ils sont pas idiots. C'est-à-dire que même quand tu es développeur, t'as pas envie de cracher du code alors que tu peux éventuellement avoir un premier jet pas très dégueu par ton LLM et ton agent bien développé. Et après, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est pas qu'il y ait des erreurs, mais qu'en fait, le smart contract ne fasse pas exactement, le code ne fasse pas exactement ce que tu voulais. Parce qu'en fait, il y a le problème de l'interprétation. L'avantage du code, c'est qu'il n'y a pas d'interprétation. Un code informatique n'a pas de subjectivité. Il est très objectif dans son contenu. Or, comme tu vas devoir le prompter avec de la subjectivité, le code pourra être tout et n'importe quoi. Et en fait, on va voir comme ça, pendant, je pense, 15-20 ans, une phase dans le métier où en fait, on aura toujours besoin d'un correcteur pour éviter quelque chose. Et en fait, il faudra aussi entraîner pas un développeur à coder, mais à comprendre le code pour être sûr qu'il n'est pas en train de pondre n'importe quoi. Et donc, en fait, les métiers vont changer. On va être plus dans des métiers de lecture et de validation humaine que dans des métiers peut-être de réalisation. Alors, la question qui va se poser, est-ce qu'on peut être un bon lecteur sans être un bon écrivain? Ça, c'est une grande question. Mais voilà, c'est une porte en fait qu'on ouvre, ne serait-ce que pour des raisons légales, parce qu'on va pas parfois autoriser à qu'un truc soit directement utilisé sans qu'il y ait un humain qui soit responsable du contrat, du code ou des choses comme ça. Juridiquement, quand une action est faite de création de contenu, c'est une boîte ou c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que quelqu'un prenne la responsabilité de ce qui est créé. Soit c'est une boîte, soit c'est un individu, mais on va pas engueuler ChatGPT d'avoir pondu un truc pourri. Donc il y a une phase comme ça en fait de validation de correction qui à mon avis va prendre plusieurs années.
Euh, et donc, pour le coup, il y aura encore du monde. Et la question qui va se poser, c'est si on n'a plus l'habitude de coder, serons-nous capables de voir si un code est bon ou pas? Voilà, c'est une grosse ouverture là-dessus et on aura l'occasion d'en reparler. On arrive un tout Ah, petit peu sur la fin du talk. bah, Je vois qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole. Entendez bien il est pas impossible en fait que des extraits se retrouvent sur Internet. Donc globalement, si vous prenez la question, vous l'assumez. Attention. On est prêt? Bon, vas-y, Xavier, je te donne la parole. Merci Daniel. Bonsoir Benoît, bonsoir Virgile. Euh, Super intéressant ta proposition Benoît. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec de l'IA et toujours je me dis beaucoup de choses. D'abord moi je travaille sur plein de projets, je suis quelqu'un qui fourmille d'idées. Donc je me dis peut-être que je pourrais me rapprocher de toi pour voir si j'ai des choses qui... J'aurais certainement besoin de talent pour m'entourer, si je peux développer des idées. Si j'ai bien compris, Good Hive peut être une réponse. Voilà. Mhm. Puis l'autre point, c'est au niveau de l'IA, j'ai remarqué une chose, c'est quand je travaille beaucoup avec l'IA, l'IA est forte de propositions et je m'oblige aujourd'hui à canaliser vraiment ce que je veux comme résultat pour ne pas être dévié par l'usage de l'IA. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux dire que l'IA te donne trop d'idées et que du coup, tu as du mal à canaliser le résultat de manière à répondre à tes questions initiales, ça ou... C'est pas qu'elle me donne trop d'idées, c'est qu'elle développe des possibilités intéressantes, mais qui dévient de ce que je veux faire. Donc je sais qu'il faut que je fasse bien attention, parce que quand j'avance étape par étape, je dis, là, il faut que je revienne en arrière, parce que là, ça va pas. Ben, Et c'est ça. Ben, en fait, c'est là le rôle du développeur, maintenant, je pense. C'est justement de contrôler l'avancée de l'IA, c'est d'être le solution architect, en fait, quelque part. Enfin, c'est complètement ça, d'ailleurs. C'est devenir... tous les développeurs sautent d'une étape et deviennent architectes solutions, ils contrôlent comment l'IA va déployer le code et dans quel ordre, etc. d'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci Xavier à toi pour ta question. On arrive doucement sur le talk. Je vais te poser une question. Alors, prends le temps pour y répondre parce que c'est une question qui est importante. En tout cas, à moi, elle me tient à cœur. Tu as beaucoup d'expérience, tu as vu plein de choses et globalement, tu as construit en fait ta pensée avec pas mal de choses. Y a-t-il un contenu culturel, livre, bouquin, gastronomie, architecture, musique, théâtre, opéra, que sais-je, qui a changé ta manière de voir le monde, ou en tout cas qui a complété ta manière de voir le monde, et à partir de quoi tu sais de manière un peu redevable. Plusieurs réponses Ouais, sont valables. bah, écoute, il y a beaucoup de choses qui ont changé ma manière de voir le monde. Mais je pense que celle qui a eu le plus d'impact, ça a été euh, ma foi qui à l'origine est chrétienne, Mhm. mais qui m'a fait découvrir d'autres aspects de la foi, notamment euh, la foi orientale, à travers le D'accord, taoïsme, les Vedanta, le d'accord, bouddhisme, toutes ces choses-là sont super intéressantes. Euh, en fait, j'ai eu un moment de saut quantique au niveau de la foi. Je pense que ça a été quand j'ai découvert le yoga, où ça faisait longtemps que, en fait, j'ai toujours eu cette recherche du lien entre le Mhm. souffle, le corps et l'esprit. Enfin, et je l'avais pratiqué avec du Qigong, du Tai Chi, du Kung Fu. Enfin, j'ai fait pas mal de choses où j'ai cherché ce lien. Euh, mais là où je l'ai vraiment découvert, plutôt même redécouvert, parce que je l'avais presque oublié à un moment, enfin, j'avais presque oublié cette Mhm. quête. Et à un moment, j'ai redécouvert ce truc-là, parce que ça a été à l'occasion d'un mal de dos que j'ai eu pendant plusieurs années de suite, et c'était devenu chronique. Et du coup, je me suis mis au yoga et le fait de découvrir ce lien entre le souffle et la spiritualité, j'ai trouvé ça extraordinairement enrichissant. d'accord. Très, Donc très enrichissant. voilà. Et dans une autre catégorie, Mhm. rien à voir, mais en fait, quand j'ai eu 20 et quelques années, j'ai lu un bouquin et j'ai découvert un personnage qui m'a beaucoup marqué. Ça a été Gengis Khan, euh, Ah, le, euh, le, le conquérant oui, des steppes.
C'est un personnage qui a... Alors, je recommande à tout le monde la lecture de ce livre parce qu'il est peu connu en France, alors que c'est un personnage, mais juste qui a peut-être eu l'influence la plus importante sur l'histoire humaine de tous les humains. Hmm. Il s'appelle Gengis Khan et c'est Le Loup bleu, écrit par Yasushi Inouye. Euh, D'accord. Il et faudra que tu c'est... nous l'écrives, Benoît. Je suis désolé. Ouais. Bah, voilà. Bon, mon oreille est très boiteuse à ce niveau-là, donc je veux bien que tu nous l'écrives et je le mettrai. Et je souligne ce que dit Karim. Effectivement, tu as l'exercice de respiration, les tai chi, avoir conscience de ses mouvements. Il y a aussi le jeûne. Le jeûne, on apprend beaucoup de choses sur ses limites. C'est à faire avec naturellement un minimum de précaution, bien entendu, Karim. Et buvez tout le temps. Alors que le jeûne, buvez de l'eau tout le temps. Parce que c'est le jeûne hydrique, je ne vous conseille absolument pas. Donc le loup Je suis pas bleu, complètement sûr de l'orthographe de Yasushi Inouye, mais c'est voilà, moi non plus, mais ça on, devrait, ça on devrait va se demander trouver à ChatGPT de facilement. nous corriger. Voilà. Ok, je te remercie infiniment. Il y a une question qui est... Je vais donner la parole pour une question et après j'aurai une surprise à vous montrer. Donc on va laisser l'enregistrement puisque comme ça c'est fait. Amadou, donc déjà, ah oui, il y a un truc. On va le faire dans l'autre sens. Amadou, pose ta question, puis après on fera la clôture du talk. Ok, merci. Je t'en prie, vas-y. Bonjour, bonjour à tous. J'avais une question, je vais essayer de la formuler le mieux possible. Prompte bien, vas-y. Aujourd'hui, on a des process, par exemple, des process IT qui fonctionnent tout autant bien. On va dire, par exemple, quand on veut booker un vol ou un séjour, on se rend sur une plateforme, on met les critères et ça fait une recherche automatique. Et tout le reste du process, du booking jusqu'au settlement, jusqu'au paiement, etc., et suit un process bien automatisé. Alors, est-ce que tous ces process, par exemple, aujourd'hui, qui marchent tout aussi bien, euh, selon ton expérience, peuvent être convertis ou switchés vers de l'IA? Ou est-ce qu'il y a des process qui vont, ou est-ce qu'il y a un critère déclencheur qui puisse dire qu'un process qui est aujourd'hui automatisé, qui fonctionne tout aussi bien, euh, répond aux critères de transformation, de switch vers l'IA? Je ne sais pas si je suis clair ou... Donc, c'est quel process que tu veux automatiser sur l'IA exactement? Non, je donne un exemple en général. Par exemple, quand je veux, aujourd'hui, quand je veux réserver un séjour en vacances, je vais sur une plateforme de réservation, je mets les critères, je veux aller, je sais pas, à Cannes ou quelque chose comme ça. Mhm, mhm. Et il me liste tous les séjours qui sont disponibles sur la base de données. Ensuite, quand je sélectionne, tout le reste du process est automatisé. Donc, il n'y a pas d'intervention d'IA dessus. Pourtant, c'est une plateforme qui marche tout aussi bien, pour moi, qui me convient à ce stade. Est-ce que, et la question que je me pose, c'est est-ce que tous les process sont destinés à switcher vers de l'IA? Ou est-ce qu'il y a un critère déclencheur qui dit, OK, ce type de process peut être amélioré en switchant vers l'IA? Ouais. Je pense que, enfin, moi, de mon expérience perso, c'est que là, j'ai ma famille qui voyage au Mexique en ce moment. Euh, euh, ils sont à Cancun. Moi, je connais pas du tout Cancun. Pour des raisons professionnelles, je suis bloqué aux États-Unis. Je peux pas, j'ai pas pu y aller avec eux. Mais du coup, j'ai interrogé ChatGPT pour savoir euh, enfin, est-ce que c'était safe pour eux? À quel point, enfin, quels étaient les endroits secure là où ils vont? Euh, quels sont les, les trucs sympas à faire? Mhm. Notamment, tu vois, j'ai vu, il m'a parlé d'héritage Maya sur place. Donc, j'ai poussé la question, euh, décris-moi les sites Maya qu'il y a sur place. Et puis bah, là, voilà, je leur ai envoyé plein de choses à faire. Euh, alors, c'est- je pense que ce que tu décris, c'est le fait de booker en fait un vol ou Mhm. booker un séjour.
Moi, ce que je te décris, c'est la démarche d'organisation du travail où à la fin, tu vas booker le vol. Ben, à la fin, en fait, l'IA, elle te fait ton marketing, quoi. Enfin, c'est l'IA qui te fait la vente. Et c'est à la fin, là, dans ce cas-là, ça serait, par exemple, je pourrais demander à l'IA, et c'est l'étape qui va suivre, à mon avis. Aujourd'hui, c'est pas encore faisable, mais ça va arriver prochainement. Bah, je dirais à l'IA, bon, ok, bon, bah, je suis super content là, de ce trip et des propositions qu'on a vues ensemble. Maintenant, organise-le-moi. Trouve-moi le meilleur prix pour le billet d'avion, l'hôtel, etc. Les hôtels qui sont en proximité des sites que je veux voir. Et, D'accord. euh, et puis à la fin, même, tu peux même prendre les billets des musées, etc. à l'avance, comme ça je les aurai, quoi. Et, euh, et, et là, enfin, là, ça se fait déjà, ça. Enfin, Mhm. c'est pas encore généralisé, mais c'est déjà, c'est dans les tuyaux. Enfin, c'est ce qui arrive. D'accord. Ok, super, merci. Merci beaucoup, Bernard. Bon, alors, la question est très vaste. N'hésitez pas à mettre en contact pour affiner le sujet. Il y a des parents qui ont bossé dans le tourisme. C'est pour moi un sujet qui est passionnant. Et merci, Emadou, d'avoir posé cette question. Nous allons arriver sur deux petits événements qui sont importants. Le deuxième, je commence par le deuxième, c'est la surprise qui arrive. Mais avant que la surprise arrive, je tenais quand même à remercier Benoît de l'heure que nous avons passée ensemble, puisque si nous arrivons à la fin du talk, nous avons une petite tradition, Benoît, tu ne la connais peut-être pas, mais nous allons demander au chat de faire une avalanche de bisous, de petits mots doux. C'est le lundi, comme ça tu recharges tes batteries émotionnelles pour le reste de la semaine. Donc merci à celles et ceux qui nous envoient un petit message doux pour remercier Benoît. On a peut-être 21 millions de bitcoins qui seront minés in fine, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, qu'on a 24 heures par jour et que tu nous as offert 1 heure de ton temps. Donc je te remercie Benoît pour tes conseils de lecture et pour tes conseils de pratique qui ont enrichi, à mon avis, plus que un. Et je vais maintenant déjà te laisser le mot de la fin et je vais céder la parole à un vieil ami aussi que tu connais peut-être. Ben, merci beaucoup. J'ai trouvé ça très sympa aussi, ce format. J'aime beaucoup aussi les bisous à la fin. C'est très sympa. Merci à tous. Et you're welcome to join us. Parlons de l'anglais à la fin, mais à force de parler anglais, on finit par avoir les formules en anglais. Vous êtes les bienvenus pour venir nous rejoindre. Si vous voulez trouver des missions, trouver une communauté d'entraide, de gens qui sont incités à vous aider, puisqu'en fait, quand ils vous aident, ils gagnent des tokens. Euh, et derrière un projet auquel vous pouvez co-construire avec nous, puisque vous aurez la gouvernance et faire quelque chose d'extraordinaire, reprendre le pouvoir sur l'IA, venez nous rejoindre. Ok, bah, merci beaucoup. Vous avez le site qui est déposé effectivement sur le Discord, donc allez faire un petit coucou, le Discord, le Telegram, enfin toutes les méthodes pour discuter. Contactez Benoît sur LinkedIn et puis même si à un moment donné, alors je sais qu'il y a un ou deux projets, je crois qu'il y a un sûr, peut-être deux projets actuellement en cours qui ont parlé effectivement de système de location de voitures en utilisant la décentralisation du Web3. Bah, il s'avère que Benoît connaît un peu le sujet. Donc vous allez peut-être pouvoir même lui poser des questions directement. Alors là, on ne peut pas faire consulting plus expert que ça. Merci infiniment, Benoît. Je te fais la bise. Reste avec nous.